à votre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui vous permet de découvrir des entrepreneurs de divers horizons. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Fidèle Ndjoulou, fondateur de Fidélis Conseil, mais tout de suite, allons découvrir Martin Fauché, fondateur de Martin Fauché Formation. Martin, est-ce que l'entreprise Martin Fauché Formation, c'est votre première ou vous avez déjà eu de l'expérience entrepreneuriale avant? Bien, j'ai déjà une grande expérience entrepreneuriale. On parle d'environ, ça fait depuis quoi? Ça fait déjà longtemps. On parle au moins minimum une quinzaine d'années, facilement, si ce n'est pas 17, 18 ans. C'est pas ma première entreprise. J'ai eu de l'excavation aussi avec de l'aménagement paysager dans le passé. Mais à travers toute cette entreprise-là, j'ai toujours continué dans la vente. Ça fait ressentir cet amour pour la vente-là et je pense pas que c'est récent, ça remonte de loin. Ça remonte tellement de loin. On parle de l'âge de 12 ans. Oui, ça fait aussi longtemps que ça. Pour moi, c'est l'être humain avant tout. C'est cette base de communication-là, parce que la vente, c'est vraiment une base de communication qui a un but légitime à travers toutes les étapes. Puis, à 12 ans, moi étant dysphasique, de la difficulté à l'école, ainsi de suite, puis, tu sais, dans les années 80, on avait cette récession-là qu'on avait vécue. Donc, à 12 ans, j'ai commencé à travailler pour subvenir à mes besoins puis d'aider à la famille. Et c'était normal dans ce temps-là. Mais moi, ce qui me passionnait, c'est j'aimerais ça devenir vendeur un jour. Hein? Tu sais, j'ai 12 ans, on voit ça, c'est très... C'est spécial. C'est jeune, c'est spécial. Fait que j'ai commencé à vendre des barres de chocolat. Fait que plus que j'en vendais, plus que j'avais de l'argent, évidemment. Fait que, tu sais, c'était un challenge. Je le sentais en dedans de moi qu'il fallait que je vende plus à toutes les semaines. Fait que c'était une grande passion. Puis de quelle manière je pouvais tout le temps m'améliorer. Fait que j'enregistrais toujours qu'est-ce qui fonctionnait. Oh, là, déjà, je mettais en place des stratégies. Aussi, par après, le côté entrepreneurial, qu'est-ce qui a ressorti? Mais j'avais la vente parce que c'est sûr, ça l'a aidé. Mais j'ai parti mon lave-auto à 14 ans. Sérieusement? Oui, à 14 ans. À toutes les fins de semaine, j'allais laver les voitures. Puis c'est ça. Puis on avait beaucoup de plaisir. Puis on était une gang d'amis. Tu sais, fait que ça se reflétait. Ouais. Comment vous avez réussi à le transférer dans le monde des adultes, une fois que vous avez commencé à travailler avec des adultes maintenant? Avec des adultes, ça a été toujours cette même passion-là, toujours les réactions, le non-verbal, le paraverbal. Tu sais, je voyais toutes les réactions du corps, mais que je ne comprenais pas. J'avais eu quand même dans le passé un cours en psychologie, tout simplement au cégep, mais c'est là ma piqûre. Mais j'avais déjà cet amour-là pour l'être humain. Mais à partir de là, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à lire de plus en plus, à m'intéresser encore de plus en plus à l'être humain. Et puis, à travers même avec tous les handicaps que je pouvais, qu'on dit entre guillemets, les handicaps, je réussissais en tant que vendeur, arriver dans les 10 premiers au Canada pour aventure. Pour ceux qui se souviennent de ça, pour ceux qui ont mon âge, parce que c'est pas tout le monde, mais parmi les 10 meilleurs. Mais je comprenais pas tout le temps ma vente, de la manière que c'est. Pourquoi je réussissais peut-être plus que la moyenne. Mais tu sais, j'avais cette empathie-là, toujours d'être à l'écoute des gens, toujours de répondre à leurs besoins. Mais c'était ma force, toujours avec cette empathie-là, j'allais au-devant des besoins du client. Et justement, vous avez utilisé cette force et cette empathie pour écrire votre premier livre, si on peut dire ça, qui s'appelle « Vendre plus que sa propre salade ». Oui. Comment c'est arrivé? Est-ce que c'est tout ce bagage-là que vous avez réussi à... C'est avec tout ce bagage-là, mais
j'ai ma formation comme en tant qu'hypnothérapeute, j'ai ma formation en coaching aussi, j'ai ma formation en relation d'aide. Avec toute l'expérience que j'ai vécue depuis ces 32 années-là, j'ai tout accumulé ce bagage-là. C'est vraiment, ça a été passionnant parce que l'équation, un jour, elle s'est révélée dans ma tête, puis j'ai tout compris le pourquoi que j'ai vendu autant que ça. Puis pourquoi que c'était facile de rentrer en relation avec le client. Et je vous dirais, je dis avec le client, mais c'est toujours avec n'importe qui. Parce que à travers la formation Vendre plus que sa salade, on apprend les types de personnalités. Mais comment s'adapter avec ces types de personnalités-là? Tu sais, on a tout l'aspect vente, tout l'aspect, le côté technique, qui est représentatif là-dedans. Toutes les étapes de vente, ce n'est que des stratégies qu'on utilise. Mais aussi, il y a le non-verbal qu'on apprend. Et en plus, il y a le type de communication aussi. Choisir les bons mots pour peut-être pas blesser l'autre personne, mais aussi de l'aider à se visualiser peut-être avec son futur achat. C'est là que ça devient très intéressant. Puis, il y a tellement des grands orateurs qui ont utilisé ces techniques-là. On va parler de Nelson Mandela, on va parler aussi, entre autres, de Barack Obama. Les exemples, des ça exemples, manque pas. il y en a plein. Autant que ce soit négatif ou positif comme leader, mais on l'utilise. Et c'est normal qu'on utilise ça parce que le monde aime ça s'imaginer. Okay. Vous décidez de vous lancer, d'être votre propre chef, là, entre guillemets. Est-ce que parallèlement, vous travaillez aussi ou vous avez toujours vous êtes toujours consacré sur votre propre entreprise? Comment ça s'est passé, cet équilibre? Honnêtement, j'ai toujours travaillé, OK? J'ai toujours ramassé les contrats à travers tout ça parce que, étant donné que je suis quelqu'un de très fonceur, je vais aller vendre tout simplement mes services. Et c'est petit à petit comme ça que j'ai réussi à me faire connaître. Puis, tu sais, évidemment, plus qu'on s'entoure de bonnes personnes alentour de nous, plus qu'on réussit à se faire connaître également. Fait que, tu sais, avoir une bonne équipe, avoir des bonnes personnes, c'est génial. Et c'est quoi les plus grands défis que vous avez eu à rencontrer durant tout ce parcours-là? Ou s'il y en avait un qui vous a marqué? L'écriture de mon livre. Okay. L'écriture de mon livre. Pourquoi? Bien, comme je vous disais tantôt, l'écriture de mon livre, quand tu es dysphasique, ça vient avec une dyslexie. Ça vient avec plein d'erreurs. Tu as beau avoir la meilleure des idées, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Fait que c'est tout ça qu'on réussit à refléter à travers l'entreprise. Et j'imagine que l'écriture de ce livre fait partie de vos plus grandes fiertés, ou il y en a-tu? Il y en a probablement d'autres, mais si je vous demandais, c'est quoi votre plus grande fierté aujourd'hui? Oui, le livre, effectivement, parce que c'est un livre qui est tellement simple. Je l'ai tellement simplifié. Tu sais, le cercle de Marston, c'est pas... tu sais, ça date de plusieurs années. On parle des années 30. Mais pourquoi je l'ai adapté? Parce qu'il est facile à comprendre. Et pour moi, la communication, s'adapter avec les gens, c'est facile grâce à ce livre-là. Fidèle, vous êtes dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce secteur-là? Je suis le fondateur de Fidelis Conseil, un cabinet spécialisé dans la prévention durable des incidents et des accidents de travail. Donc, on aide les entreprises à faire leur diagnostic de prise en charge. Deuxièmement, en fonction des résultats obtenus, on organise des formations, donc des formations sur mesure pour répondre aux défis qu'on rencontre, que les entreprises rencontrent. Et troisièmement, on les aide à définir ou à adopter un plan de pérennisation. Donc ça veut dire quoi? Bien, ensemble avec les dirigeants et les employés, que ce soit avec le comité ou sans comité, on implante un plan pour les aider à maintenir la prévention dans la durée. Comment s'est arrivé le choix de ce créneau-là dans votre carrière? Effectivement, j'ai été formé au premier et au second cycle en administration du travail. C'est une filière qui me permettait d'obtenir le grade d'inspecteur du travail.
Donc j'ai intervenu comme inspecteur du travail pendant 5 ans et ensuite je me suis remis aux études pour aller chercher à développer un outil d'autodiagnostic. Parce que je me disais à un moment, c'est beau que les inspecteurs interviennent, mais que les entreprises elles-mêmes soient dotées d'outils pour s'approprier la prise en charge. Alors là, je me suis mis aux études ensuite. J'ai fait études de maîtrise, ensuite enchaîné au doctorat. Et à partir des résultats du doctorat, c'était une consultation auprès de 120 entreprises. Et ça nous a donné un outil à partir de leurs meilleures pratiques. Et c'est ce qu'on propose aujourd'hui sur le marché du travail. La place de l'humain dans la santé et sécurité au travail est très, très importante pour vous. Est-ce que c'est ça qui vous a attiré dans ce domaine ou il y a d'autres raisons derrière? Non, pour moi, c'est d'abord l'humain parce que j'estime qu'on va travailler pour s'épanouir, pour vivre heureux, pour aider sa famille, pour s'aider soi-même, pour se prendre en charge. Et à partir du moment où on va travailler et comprend ou qu'il y a des risques qui nous enlèvent la vie, je trouve que ce n'est pas normal. Parce qu'on ne va pas pour mourir. Par conséquent, il faut aider les entreprises à pouvoir minimiser, éviter ou carrément éliminer les risques si c'est possible pour offrir un milieu de travail stimulant, attractif, pour que les gens puissent bien travailler. Donc pour moi, c'est l'aspect humain. Ça veut dire quoi concrètement? Si vous venez dans une entreprise, votre objectif c'est de produire plus, bien, sachez que ce sont des humains qui vous aident à produire plus. Donc prenez en compte d'abord leur santé, ensuite mettez-les dans de bonnes conditions de sécurité pour que la production vienne après. Vous pouvez même équilibrer, c'est possible. On dit que souvent c'est impossible, mais je le fais. Il y a des entreprises qui l'ont démontré à travers le monde et ici au Québec, c'est fait. Et vous enseignez en même temps, vous êtes conférencier. Comment est-ce que vous gérez cet équilibre entre votre entreprise Fidelis Conseil et les autres implications que vous faites? Pour moi, tout ça s'aligne, parce que pour mieux réussir dans la vie, il faut choisir son créneau. Pour moi, c'est la passion d'abord d'aller aider les gens. Alors j'ai choisi la passion de m'investir dans la prévention uniquement. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça prend comme activité. Ben, je peux enseigner, si l'université m'a demandé, je le fais, je donne des cours, parce qu'à partir de mes recherches, ça fait presque une vingtaine d'années que j'enseigne, que ce soit au Tchad ou ici. Et donc, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, je ne vois pas les temps, je ne vois pas la pression. Quand une entreprise me sollicite, ça devient la priorité de la semaine ou du mois. Donc, je m'investis à 100%. Okay? Donc, j'essaie d'équilibrer toutes mes activités. Et puis, quand je m'occupe de la santé et sécurité au travail, je m'occupe également de ma santé et sécurité au travail en faisant des activités qui me permettent d'être en forme toujours. Parce que je ne sais pas qui sera la prochaine cliente, qui sera le prochain client pour que je sois toujours en état de recevoir et d'aider cette personne. C'est quoi le comparatif que vous faites sur la place de la santé et sécurité au travail, par exemple, dans un pays comme le Tchad ou en France et au Québec? Ben, tout est lié. L'élément distinctif, c'est la perception de risque. Okay? Elle est relative d'un milieu à un autre. Ce qui est dangereux au Québec ne l'est pas pour quelqu'un qui vient d'Afrique ou d'Europe, ça c'est clair. Okay? Parce que cette considération, ça vient de notre éducation, de nos expériences, de comment on a vécu par le passé et quels sont les défis qu'on a rencontrés dans notre vie. Donc si vous prenez une personne au Québec qui a connu un accident de travail, son attitude par rapport au risque va être différente de cette personne qui n'a jamais connu un risque. Deuxièmement, de travailler juste uniquement en santé et sécurité au travail pendant des années, c'est un avantage aussi. Et surtout, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que dans mes formations, j'ai eu la chance de rencontrer des gens de différents pays. J'ai toujours étudié dans un milieu multinationalité, je peux préciser, dans différents pays. Donc en Égypte, ça fait presque 30 pays qui étaient là. C'était intéressant de voir ces perspectives. J'arrive au Québec, c'est pareil. Donc, je rentre dans différentes entreprises québécoises pour voir comment ça se passe. Et je rencontre des gens de différentes nationalités. C'est fabuleux. Et justement, très rapidement, quand vous entrez comme spécialiste, comme expert, quand vous entrez dans une entreprise qui vous sollicite pour vos services, qu'est-ce que vous regardez en premier? Qu'est-ce qui vous captive en premier pour pouvoir l'utiliser dans votre diagnostic? Moi, j'enlève toutes mes lunettes, toutes mes connaissances, toutes mes expériences. Et même comme inspecteur, je vais toujours avec un regard neuf. Aucun jugement, aucun prérequis, rien. Je vais dans mon état naturel d'humain pour vous écouter. Et ça, c'est très déterminant pour moi parce que pour ne pas avoir d'interférence, je vais dire, voilà, vous me demandez de venir votre entreprise, vous vous appelez Amita, vous avez une entreprise de 4000 employés. C'est vous et votre contexte actuel qui m'intéresse. Donc, je récupère ou je reçois vos préoccupations et ensuite je dis, OK, comme vous avez une réalité qui est ici et qui est différente probablement, il faut que je comprenne. Donc, en général, je fais un diagnostic.
Et moi, je préfère faire des entrevues, comme on est en train de faire, en échange. J'écoute d'abord la partie dirigeante, la partie employeur, en fait, syndicale, c'est-à-dire les employés. S'il y a des membres du comité, je les écoute, je fais l'entrevue. Et cela me permet de connaître les défis, les préoccupations de ces milieux. Je ne me contente pas d'écouter juste la direction qui me dit « Fidèle, viens nous faire un plan ou bien un programme de prévention ou bien notre comité ne fonctionne pas ». L'aspect interaction est très, très important pour vous. C'est l'élément déterminant. Excellent. Donc, quand j'arrive dans une organisation, je focalise uniquement là et là, il y a toutes les informations. Et ensuite, les gens vous donnent déjà la première solution. Et moi, j'arrive maintenant avec des connaissances que j'ai ailleurs pour dire voilà ce qu'on peut proposer. Et donc, je organise deuxièmement, après avoir analysé toutes les données, je reviens deuxièmement pour proposer une rencontre de validation. À la lumière de ce que j'ai recueilli comme information, voici ce que j'ai retenu et je vous propose. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous vous définissez comme entrepreneur? Pour moi, je suis juste une personne qui a un peu l'expérience et qui veut aider les entreprises à dire que c'est possible de transformer la santé et la sécurité au travail en investissement. Parce que dans le commun mortel, on dit que ce n'est pas rentable. Okay? On préfère produire. Oui, vous pouvez produire plus, mais quand un accident arrive, ça annule tout. Parce que le coût d'un accident au Québec est environ 38 000 à 42 000. Et ça, les entreprises ne perçoivent pas ces risques-là. Okay? Généralement, on a tendance à courir après pour réparer. Donc moi, je dis attention. Quand ça arrive, c'est trop tard. Vous avez perdu un membre, c'est terminé. Vous voulez danser avec votre enfant, vous avez l'habitude de le faire. Maintenant, vous ne pouvez plus le faire parce que vous n'avez plus votre jambe. Okay? Donc, comment faire pour anticiper tout cela? C'est ça qui m'intéresse. Donc, l'aspect humain reste plus déterminant pour moi. C'est quoi la place du marketing de soi? En tout cas, de savoir se vendre. Quelle place vous lui accordez? Ou peut-être, est-ce que c'est facile pour vous? Bien, il semblerait que j'ai une approche naturelle d'entrer en contact avec les gens. Et ça, c'est très intéressant. Il faut comprendre aussi qu'au-delà de tous ces mots de marketing, ce qui est intéressant, c'est l'humain qui est derrière le produit. Okay? Les gens vont en entreprise parce qu'il y a une façon d'accueillir les gens, une façon de répondre aux défis. Et c'est ça qui fait la différence. Donc moi, toute action qu'on me donne, je considère la personne au moment T comme la personne la plus importante et je lui donne toute mon attention. Et donc, ces personnes deviennent ensuite mes ambassadeurs quelque part. Excellent. Et ça, c'est un avantage. Et puis, je communique plus aussi. Donc, si on me dit de conférence, j'interviens et je réponds. Et les gens disent, mais tiens, voilà, vous avez intervenu tel, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, souvent, c'est des références qui arrivent. Est-ce que vous avez, parallèlement à ça, des passions qui vous permettent de garder l'équilibre? Je pourrais commencer avec Martha. Bien, moi, ma grande passion, c'est l'entraînement en gym. Ça m'aide beaucoup, ça m'aide à évacuer dans mon esprit, ça m'aide tellement à aller chercher des solutions à tous nos problèmes. Puis aussi, évidemment, la lecture, tout ce qui est psychologie humaine. Ça, je pourrais jamais assez m'en passer. Je dois lire au minimum 2 heures par jour. Et sans compter aussi, parfois, la fin de semaine, je vais me ressourcer aussi dans la nature en faisant de la randonnée pédestre. Et vous, Fidèle? Première chose que je fais chaque jour, c'est la marche quotidienne. Souvent, dans Mont-Bellevue ou autour du lac. C'est pour ça que je souhaitais qu'on soit ici, donc vous comprenez tout cela. Deuxième chose que je fais le plus, c'est la lecture. Je suis un adepte de la lecture rapide, alors je lis beaucoup. Et des lectures, pas dans tous les sens. Je choisis des thèmes et puis je reste concentré et ça me motive. Troisièmement, j'aime écouter les gens qui ont des discours de motivation, alors je consomme un peu YouTube là. Est-ce que pendant la pandémie, pour faire le lien un peu là, comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que ça vous a ralenti dans vos activités ou ça a comme boosté un peu? C'était un peu au ralenti pour être clair. Une des choses que j'ai faites, finalement, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? On va écrire. On va maintenant à jour notre blog, donc j'ai décidé d'écrire chaque jeudi. Je publie chaque jeudi sur mon blog, donc le blog fidelisconseil.ca. Il y a un blog, chaque jeudi je faisais, donc ça m'a aidé à rester en contact avec les gens qui lisent et qui m'écrivent en privé. Et puis après, je publie aussi les articles de même blog sur LinkedIn, donc je gardais contact avec le monde. Mais effectivement, l'activité de l'entreprise était au ralenti. La seule chose que je faisais plus, c'était des conférences. Donc les gens sollicitent via LinkedIn pour demander des conférences, donc je le fais. Et là, on a beaucoup consommé Zoom aussi. Okay. Oui, certain. Oui. Tout comme vous, peut-être, Martha? Oui, effectivement, Zoom. Mais oui, j'ai eu des activités. Ça a ralenti, mais moi, ce ralentissement-là,
je l'ai pris comme force parce que ça m'a permis de retravailler encore plus le livre, de retravailler plus le contenu de ma formation. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'être interviewé avec vous autres, mais de faire des trucs extraordinaires avec mes clients, d'aider le monde à s'améliorer tout simplement, à changer. Fait que ça m'a permis d'évoluer cette pandémie-là. Bien, vous êtes je ne sais pas si ça se dit, des amoureux de l'humain. C'est ce qui se perçoit dans les entrevues séparées. Comment est-ce que vous définissez, qu'est-ce qui vous motive le plus en fait en vous réveillant le matin à dire j'ai aidé une entreprise, je vais aider les humains derrière. C'est quoi la source en fait de cet intérêt-là? Pour moi, ma source, c'est quand je vois cette brillance-là, que j'ai fait la différence pour quelqu'un. Peu importe, que je marche sur la rue, que je parle ici aujourd'hui, que ce soit avec les téléspectateurs, peu importe avec qui, je sais qu'on a tout le temps quelque chose à transmettre, à donner à cette personne-là. Puis, tu sais, nos conseils, on est là pour les donner et pour mieux faire évoluer. C'est ça l'importance. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, je confirme, moi, parce que j'estime que chaque être humain, peu importe son âge, a une mission. Ouais. Et moi, j'estime que ma mission, pour le moment, c'est d'aider les entreprises à croire aux multiples possibilités que dispose chaque employé. Je ne dis pas les employés, mais chaque employé compte. Que ce soit la personne qui nettoie, que ce soit les boss qui est au 8e étage, tout le monde est important. Alors, à partir de ces moments, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces gens qui produisent, qui nous rendent service, que ce soit au niveau de l'agriculture, la construction, dans les entreprises, dans les bureaux, ces gens soient utiles. Alors, je trouve que c'est normal de les aider parce que je dispose de connaissances, j'ai l'expertise et je peux les aider pour que ces gens ne puissent pas en souffrir. Et ça, c'est mon défi parce que je trouve que ce n'est pas normal qu'une mère ou un père aille au boulot et puis ne revienne plus ou revienne avec une partie du corps blessé, c'est pas normal. Ouais. Puis je rajouterais peut-être aussi de le trouver notre pourquoi. Pourquoi qu'on entre travailler. C'est quand on trouve notre pourquoi, il y a tellement une grande signification à tout ça. Tu sais, on a toute notre importance. Il faut juste la découvrir, l'importance qu'on a. Est-ce qu'il y a des obstacles ou c'est facile parce que c'est une belle mission? L'obstacle est le chemin. Ça, c'est clair. La vie, c'est comme ça. C'est le titre d'un livre, mais c'est une phrase favorite. Hein. C'est le chemin. Moi, les défis principaux, c'est les premiers contacts. J'ai dit. Les gens sont souvent surpris. Et ils ne vous connaissent pas. Mais quand on me dit qu'il y a une personne qui peut vous aider, qui s'appelle Fidèle, au début, c'est pas facile. Mais après, je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que vous faisiez depuis où étiez-vous? Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis deuxièmement, je découvre aussi que le contexte, si on prend spécifiquement les cas de la santé et de sécurité au travail, la tendance est à la conformité aux lois. C'est-à-dire, on dit, il faut être conforme aux lois. Mais j'estime que ce n'est pas suffisant. Okay? Alors comment dire, je ne cherche pas à convaincre, mais j'explique. Pour dire que vous pouvez faire plus, en étant juste conforme, vous pouvez aller vers la pérennité. Et ça, c'est un message qui me tient beaucoup à cœur. Et là, je sais que je vais passer, mais le milieu n'est pas encore prêt à recevoir ce message. Mais c'est quelque chose de possible. Okay? C'est beau se conformer, mais la loi donne les bases juridiques, que ce soit un tout domaine. Mais après, il faut qu'on évolue. Plus ambitieux. Il ne faut pas juste s'arrêter, voilà. Excellent. Et pour vous, Martin? Les défis, on va toujours en avoir à travers toute notre vie. C'est le plus gros des défis, c'est quand on croit beaucoup à notre projet, puis qu'on arrive avec une personne qu'elle ne croit pas. Elle ne croit pas du tout, puis c'est pas dans ses valeurs, puis c'est pas... Fait que, est-ce qu'on doit accepter ça en tant que personne? Ben oui, on a le droit. Il a le droit d'avoir une opinion complètement différente de nous autres. Et puis, il s'agit juste de ne pas le prendre personnel. On a donné, cette fois-là, le meilleur qu'on pouvait. Puis demain, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va mieux comprendre le message qu'on a à donner. Tu sais, je dis souvent, un petit pas, à long terme, ça devient un immense pas. Et c'est vrai, hein? Le voyage de 1000 pas commence par un pas. Oui, c'est toujours d'aller de l'avant. Ouais. Et c'est quoi la posture qu'on peut avoir face à l'adversité pour vous, Martin? La meilleure, c'est de la résilience.
se relever, c'est d'aller chercher cette force-là tous les matins, de se dire que qu'est-ce que je fais, c'est toujours, j'amène cette différence-là à tous les jours. C'est de ne pas penser aux défis, c'est normal. Qui se lève le matin puis qui va dire, qui va planifier sa journée puis que la journée, tout va aller tout le temps de la même manière de qu'est-ce qu'on avait prévu. Il y a toujours des imprévus. Il faut s'adapter constamment. Et fidèle, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas échapper. C'est la flexibilité, c'est clair. Mais pour moi, je vis chaque jour des défis et donc je considère que c'est normal. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On tombe, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit aïe et on continue. Parce que si vous tombez et que vous ne pouvez plus vous relever, et là, ça va être catastrophique. Pour moi, je disais tantôt que le chemin, c'est l'obstacle. Donc, quand je tombe, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qu'il fait? Je me remets en question, j'analyse et qu'est-ce que je peux faire de meilleur? Okay? Et donc, je progresse. J'accepte la différence. J'accepte que les gens soient indifférents parfois à mes défis, en fait, à mes projets, mais je dis que c'est normal. Okay? C'est comme ça, l'humanité fait de la diversité et de la différence. Donc, c'est des choses qui sont là et on les accepte et on avance. Et il faut toujours se relever et continuer. C'est le plus important. C'est quoi le conseil que vous voulez partager à quelqu'un qui se lance dans le secteur de la consultation? Ne jamais lâcher. Ne jamais, jamais lâcher. Tu sais, c'est prouvé que veux pas, on va aller rejoindre quelqu'un qui nous ressemble, qui va porter les mêmes couleurs que nous autres. Je perçois un peu l'idée, là. Je pense que Fidèle va rebondir. D'avoir quelque chose à apporter sur le marché. Aujourd'hui, avec l'Internet, l'accès à l'information, on vit un peu quelque chose d'infobésité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs informations. Excusez-moi, je suis pris. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? C'est d'avoir quelque chose de particulier. C'est quoi ton expertise que tu peux apporter? Ne regarde pas ce que les gens demandent. Qu'est-ce que toi, tu as de meilleur pour apporter à la communauté, à la société? Moi, je pense que là, tu te définis un créneau et tu avances. Et après, comme il dit, c'est comme la parachute. Tu tombes et ensuite, il y a des bras qui vont te tenir. Alors, il faut aller et répondre aux défis qui s'attendent. Persévérer. Être consultant, accompagner des entreprises requiert avant tout un sens de l'écoute incroyable, une attention portée à l'humain, mais aussi de la flexibilité, savoir gérer le changement. Mais tout ceci, c'est des passions qui semblent être naturelles pour nos deux entrepreneurs aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié votre émission et on vous dit à la prochaine.